Bonjour à tous et bienvenue pour cette table ronde proposée par Le Pont et Datalogy. On est très heureux avec Eric de vous retrouver et puis de se retrouver aussi d'ailleurs pour partager un moment substantifique moelle autour de notre sujet fétiche, à votre avis, la culture data bien sûr, grâce au témoignage de nos invités du jour, Aurélia Dean, Digital Culture Manager chez Technip Energy et Frédéric Loriot, Chief Data Officer de Nestlé France. Bonjour à tous les deux, bonjour Eric. Bonjour. Bonjour. Bonjour Florence, bonjour Eric, bonjour Aurélia. Hello. Alors, avant de vous présenter nos deux guests plus en détail et puis de commencer à débuter nos échanges, on a une question pour vous qui nous écoutez aujourd'hui. On va la mettre dans le chat. Quel est le niveau de culture data et IA dans votre organisation, selon vous? Est-ce que vous êtes en train de démarrer tout juste? Est-ce que vous avez déjà lancé quelques initiatives? Est-ce que la culture est déjà largement déployée? Et vous venez ici pour chercher des idées. On est très curieux d'en savoir plus. On devrait voir la petite question arriver dans le chat. Et sinon, n'hésitez pas à y répondre déjà comme ça. Alors, à quelle étape vous en êtes? Est-ce que c'est le début? Bon, on reprendra le... Très hétérogène, voilà, excellent dans des niches, absent par ailleurs. Voilà, manque d'homogénéité des démarches autour de la culture data. Bon, c'est déjà un bon début s'il y a déjà des endroits où c'est bien développé. On vous laisse continuer à répondre et puis pendant ce temps-là, on va vous présenter nos deux guests du jour. Eric, pour débuter, est-ce que tu relèves un petit défi? Est-ce que tu nous ferais le pitch d'Aurélia en 4 phrases? Et je vais faire le pitch et vous pouvez aussi, donc, ou dans le chat ou dans le bouton sondage, vous allez trouver effectivement les 3 questions qui nous ont été soumises par Florence et vous pouvez directement cliquer pour soumettre le vote. Donc, effectivement, bonjour. Aurélia, j'ai l'honneur, effectivement, de te présenter. Donc, tu t'appelles Aurélia Dean, tu es Digital Culture Manager, tu nous expliqueras plus en détail ce que ça veut dire chez Technip Energy. Avant cela, tu as été Digital Transformation Manager en charge du Change Management, on va voir que c'est important sur nos sujets. Et aujourd'hui, ton défi le plus challengeant à relever, c'est de faire prendre conscience que la data, c'est l'affaire de tous et pas uniquement des profils tech. Même si on verra, tu as la chance dans l'organisation Technip d'avoir fait quand même une population d'ingénieurs assez large. Et ce qui te passionne au-delà de ces sujets data, ces sujets d'intelligence artificielle, c'est vraiment l'humain. Et on verra qu'il y a des exemples très concrets de réalisation que tu as pu faire. Est-ce que ça permet déjà de poser un peu le cadre, Aurélia? Parfait. Merci beaucoup, Eric. Bon, on est très heureux de t'avoir avec nous. Absolument. Alors, on passe à Frédéric. Voici donc le petit pitch de ton profil en 4 phrases. Tu t'appelles donc Frédéric Loriot. Tu es Chief Data Officer chez Nestlé France. Avant cela, tu as été Data Quality Manager et encore avant, directeur de projet informatique. Aujourd'hui, ton défi le plus challengeant à relever, c'est de déclencher des décisions et des actions à partir des data. Et ce qui te passionne le plus dans cette mission, c'est l'accompagnement de chacun pour se sentir confortable avec les données. J'aime bien le choix du mot confortable. J'ai tendance souvent à te piquer des petites phrases, des petites citations à droite, à gauche. Je pense que je vais garder celle-là. Tu es raccord avec ce petit pitch, Frédéric, j'imagine? Complètement. Parfait, on peut continuer alors. Allons-y. Parfait, on va continuer le petit tour de table. Eric. Je m'appelle Eric Campanini. Je suis cofondateur et CEO de la société Le Pont, leader spécialiste de la data et intelligence artificielle, donc de l'éducation autour de ces sujets-là. Et juste pour donner quelques points de repère, les clients qui nous sollicitent ont compris que pour se différencier aujourd'hui, il fallait maîtriser justement ces sujets de data IA, et Dieu sait qu'on en entend parler. Et on propose plus de 400 parcours d'expertise et de parcours professionnalisants en France et à l'international, ce qui fait effectivement de nous le leader dans ce domaine-là. Et à titre plus personnel, moi j'ai commencé ma carrière dans le domaine de la data, j'ai fait 20 ans de conseil en stratégie et transformation digitale et j'ai moi-même été Chief Data Officer et donc j'ai vécu dans ma chair ce que certains d'entre vous peuvent vivre aussi aujourd'hui. Parfait. Alors, pour me présenter, donc Florence Axel, moi je suis la CEO de Datalogy, qui est une agence de com et de change spécialiste des sujets data. Nous, on accompagne les data office de nombreux grands groupes sur des sujets de culture data, de qualité des données, de gouvernance des données. En gros, dès qu'il y a un sujet d'engagement autour des sujets data, d'humain et de data, on peut tout à fait se tourner vers nous, alors que ce soit l'engagement des codires, des experts data, des ambassadeurs data, des opérationnels, en tout cas de l'humain en général, au service des projets data et inversement.
Alors, pourquoi est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui? Comme vous le savez sans doute, on a lancé effectivement un livre blanc en avril dernier qui s'appelle Data Culture for Business. Donc, c'est bien son application sur la partie business, c'est pas juste la culture qui nous intéresse. Et avec un angle qui est important pour nous avec Florence, qui était vraiment de dire quelles sont les recettes qui marchent vraiment. Parce qu'il y a un certain nombre, malheureusement, d'initiatives qui ne marchent pas. Et c'est intéressant, effectivement, de prendre ce recul. Donc, c'était l'occasion pour nous de faire un état des lieux des meilleures pratiques identifiées lors de nos échanges avec plus d'une quinzaine d'entreprises que vous retrouvez dans le livre blanc, que ce soit AXA, la SNCF, la Société Générale, Michelin, et d'acteurs data pour comprendre leurs initiatives, leurs réussites et aussi leurs loupés dans l'histoire. Et nous, on avait envie de clôturer ce semestre-là, un peu cette aventure avec un moment d'échange, avec aussi de très, très belles expériences qu'on va pouvoir écouter aujourd'hui. Alors justement, aujourd'hui, ce qu'on vous promet, c'est de la substantifique moelle, c'est mon expression favorite, et puis de l'opérationnel surtout. Si vous avez envie de booster la culture data dans votre organisation, vous allez voir, vous êtes au bon endroit. Juste pour commencer, la première conviction que vraiment on s'est forgée avec Eric, c'est bien que la rapidité du développement d'une culture data, en fait, elle est d'autant plus rapide qu'elle est intimement liée aux enjeux business. Plus la data, elle est rattachée au fameux why du business, ça c'est le mot favori d'Eric, vous l'entendrez dans sa bouche très, très régulièrement, et plus c'est en fait facile, simple de faire levier. D'ailleurs, dans les deux sens, puisque un fabuleux cas d'usage data, ça peut devenir la meilleure des preuves pour booster la culture data, et en sens inverse, rien ne vaut une culture data comme socle pour avoir ensuite des cas d'usage réussis. Alors du fait, on vous propose tout de suite de parler data avec nos invités. Frédéric, on va commencer par te faire parler. C'est quoi tes enjeux data du moment, dis-nous? Tu vois, justement, tu parlais du why, du cas d'usage, et donc les cas d'usage sont là pour finalement faire oublier la problématique de la data. La finalité de la data, c'est pas la data, c'est bien son cas d'usage, c'est la performance que ça va apporter, c'est les insights que ça va apporter, les actions qui vont être déclenchées, la prescription ou la prédiction qu'il peut y avoir derrière. Donc, et là-dessus, aujourd'hui, moi, j'ai pris un exemple, c'est une application pour nos forces de vente, lesquelles forces de vente vont visiter les différents supermarchés et hypermarchés autour de leur zone de chalandise, de manière à ce que leurs visites soient les plus performantes, les plus efficaces par rapport au fait qu'on a mis en avant des produits, on a lancé des nouvelles promotions, mais ces produits n'y sont pas. Eh bien, on a développé une application qui a été cherchée, qui a été captée toute cette donnée qui vient de l'extérieur, qui n'est pas interne à la société, et pour laquelle on va représenter finalement ce qu'il y a réellement en rayon et ce qui va permettre aux forces de vente d'avoir des actions très très précises liées à ces manques de produits en rayon par rapport à l'attendu. Et du coup, comment est-ce que tu as réussi, comment est-ce que vous avez réussi au sein de Nestlé à amener ces commerciaux à avoir une meilleure appréhension, une meilleure connaissance de la data, en tout cas un appétit peut-être un peu plus important que ceux qu'ils pouvaient avoir au départ? Il faut bien voir une chose, c'est qu'il y a un commercial, il visite énorme, il a une zone de chalandise, donc de nombre de supermarchés, d'hypermarchés à visiter, c'est pas possible de faire ça dans une seule journée. Et donc, il va être très intéressé pour qu'on l'aide à aller au bon endroit, au bon moment, par rapport à la politique commerciale que peut avoir l'entreprise. Et tout notre travail, nous, ça a été de comprendre ce besoin, qui est de dire, OK, il faut effectivement que je me rende à bon escient dans tel et tel magasin, parce qu'il y a peut-être un problème des produits qui sont en réserve, et donc les ventes ne seront pas comme prévu. Et donc, on a été, à ce moment-là, discuter avec les retailers pour pouvoir récupérer les retailers, donc les commerçants, les distributeurs, Carrefour, Auchan, Leclerc, etc. On a été récupérer les données quotidiennement de chacun des magasins. On a fait un travail d'harmonisation par rapport à nos master data, de manière à ce que les données soient cohérentes par rapport à ce qu'on en attend. Et puis, on a fait une restitution ciblée de ces résultats en
en proposant des actions aux vendeurs pour qu'ils puissent agir au quotidien. Et d'un point de vue, donc ça c'est effectivement le projet que vous avez mené qui est vraiment très, très concret et très orienté business. D'un point de vue culture et développement de la culture data, qu'est-ce que tu en as tiré comme enseignement? C'est un accompagnement dès le début du projet pour faire que tout ce qui est technique soit progressivement oublié. On voit bien, on sait bien, nous, que dans nos projets, au bout d'un moment, la technique devient l'éléphant au milieu de la pièce et sur lesquels on passe énormément de temps. Mais les utilisateurs, ils s'en fichent un petit peu de ça. Pour autant, on a besoin d'eux tout au long du projet pour les initier, pour les acculturer, effectivement, pour que ça soit une seconde nature et que ça fasse partie de leur quotidien, que ça soit des terminologies par rapport à un vocabulaire technique ou par rapport à, comme on voit sur l'image, à des graphes. Et donc, qu'est-ce qu'on tient du graphe? C'est pas, voilà, la finalité n'est pas d'avoir un graphe, il me dit quoi ce graphe? Et aider donc ces forces de vente à comprendre ce que le graphe veut dire, de manière à savoir derrière, bah, tiens, aussitôt je vois ça, ça veut dire ça, donc mon action, c'est celle-là. Et ça, c'est pas immédiat, on n'appuie pas sur un bouton, on est avec de l'humain, et chaque personne est différente, chaque personne a son propre parcours, et donc cet accompagnement, il doit se faire effectivement, là pour le coup aussi, au plus proche du terrain. Et nous, ce qu'on expérimente en accompagnant dans le développement de compétences data et IA des commerciaux, c'est qu'il peut arriver que les commerciaux cherchent en fait une confirmation de ce qu'ils savent déjà. Tout à fait. Et que c'est assez difficile parfois, et peut-être que dans la salle on aura des réactions. Je vois que Jean-Marie a posé une question, je vais revenir dessus juste après, mais ce serait intéressant d'avoir la réaction aussi dans la salle s'il y a des populations commerciaux que vous travaillez. Finalement, en tant que commercial, je cherche la confirmation de ce que je sais déjà, et c'est difficile de recevoir des insights qui viennent de la data ou qui viennent de l'intelligence artificielle et qui pourraient contredire une conviction personnelle sur le sujet. Est-ce que tu as rencontré le cas? Et si oui, comment est-ce qu'on fait à ce moment-là pour embarquer cette population de commercial? Je n'ai pas forcément d'exemple en tête. D'abord parce que je ne suis pas moi directement en relation avec ces équipes, mais c'est normal et c'est pas grave. C'est déjà avoir une confirmation par la machine de l'intuition, c'est déjà énorme, parce qu'il y a beaucoup de ça. C'est le fait de rassurer, et c'est la première étape pour justement aller un petit peu plus loin et se dire, et ce scénario-là, et pourquoi pas. Ce qui est certain, c'est que là, comme on a des forces de vente qui sont sur le terrain et après, ils sont en face des distributeurs, il n'y a pas de droit à l'erreur. Ils ne peuvent pas arriver en disant, tiens, dis donc, le produit, il n'est pas en rayon, et le produit est en rayon. Ça, ils le font une fois, ils ne le feront pas deux, quoi. Et donc, c'est pour ça que cette application, elle est très intéressante, parce qu'elle n'a vraiment pas le droit à l'erreur, mais du coup, il y a un effet de cliquet derrière, parce que justement, comme c'est juste, eh ben oui, le produit n'est pas là. Et ça, ils ne pouvaient pas le deviner, ils n'ont pas de boule de cristal pour le savoir. Ils n'ont pas des... C'est ça qui crée la confiance. C'est ça qui crée la confiance. Voilà. D'entraînement collectif, en fait. Ouais. La confiance, ça prend du temps. Oui. C'est clair. Très bien. Merci Frédéric. On avait une question un peu spécifique là-dessus. Est-ce que c'est uniquement l'utilisation de la data ou aussi de l'intelligence artificielle qui entre en ligne de compte? On a les deux. On a la data qu'on a, et puis on a aussi quand on ne l'a pas, parce qu'on n'a pas toujours sur toutes les enseignes, pour des raisons parfois de confidentialité, eh bien, on a créé des jumeaux numériques d'autres magasins qui doivent donc fonctionner tels que des magasins auxquels on n'a pas la donnée aussi fine qu'on voudrait l'avoir. Et donc, on a cette vraisemblance autour des résultats qu'on doit avoir, enfin qu'on veut avoir, et on les projette comme ça. Donc, effectivement, on a les deux à la fois. Qui effectivement
avec cette technique de jumeaux numériques, permet effectivement de renforcer la fiabilité de ce qui est proposé aux commerciaux, qui du coup ont confiance et qui du coup, effectivement, appréhendent encore mieux l'usage de la data sur le sujet. Merci. La boucle est bouclée. On reviendra sur le sujet. Florence, est-ce qu'on écoute Technip? Absolument. Aurélia, alors, de ton côté, c'est quoi le contexte de l'entreprise? C'est quoi l'attente vis-à-vis de la data en quelques mots? Alors, donc déjà, on est donc Technip Énergie. On est une entreprise d'ingénierie et de technologie dans la transition énergétique. Et j'aime bien dire justement qu'on est une vieille jeune entreprise, parce que donc, vous le voyez là, on a 65 ans d'expérience, mais en fait, Technip Énergie existe que depuis 2 ans. Ça a été créé en 2021. Et c'est aussi donc tous ces changements qui a lieu au sein de l'entreprise, avec justement aussi ce rapport à la transition énergétique. Donc la data doit être là pour être un levier sur cette transformation, sur la naissance de cette nouvelle entreprise. Et donc on a trois axes. Il va y avoir donc forcément l'excellence opérationnelle, mais on a surtout la data, l'IA, le digital au service de la transition énergétique. Et notre troisième pilier, ça va être la création de nouveaux services digitaux pour accompagner nos clients dans ces différentes transformations. Donc, c'est vraiment nos 3 axes et c'est là-dessus où on repose notre stratégie, notre contexte data. Et quel genre de type de cas d'usage vous développez? Est-ce que tu en as un peu iconique à nous partager? Je crois que ça parle d'oiseaux. Oui, ça parle d'oiseaux. Parce que donc, il faut savoir qu'il y a à peu près plus de 100 millions d'oiseaux qui meurent chaque année. Et la principale cause, c'est l'activité humaine. C'est la plus grande cause d'extinction. Et donc, les installations, et notamment, il y a les installations offshore où la nuit, il va y avoir des lumières. Donc, parce qu'aussi, il y a besoin de faire des opérations de maintenance ou d'opérations. Et donc, les oiseaux vont être attirés par cette lumière. Ils vont s'épuiser. Et donc, ça a un impact sur les vols migratoires. Donc là, ce qui a été mis en place, c'est un use case qui s'appelle Bird Vigie. Et c'est d'être capable de prévoir les passages des oiseaux migrateurs sur une période à peu près de 7 jours, de faire des recommandations d'optimisation lumineuse, que ça ne va pas être forcément tous les points où d'un seul coup on va éteindre. On va voir quelles sont les activités et là où il faut qu'il reste de la lumière et là où on peut baisser, donc faire ces prédictions. Cette prédiction, ça se fait notamment avec des données aussi météorologiques, les vols migratoires. Et après, donc, il y a aussi des impacts, études d'impact lumineux, et on peut prendre comme ça des décisions. Et comme c'est à 7 jours, on peut aussi réussir à décaler des opérations de maintenance si on sait que là, il va y avoir des vols d'oiseaux qui vont se faire à cette période-là, donc pour éviter qu'on ait de trop fortes pollutions lumineuses. Technip Énergie, data, sujets environnementaux, c'est intéressant de voir la boucle se boucler. Côté culture data, tu dois avoir des populations assez particulières à embarquer. C'est quoi les freins que tu rencontres et c'est quoi ces populations? Alors, je vais avoir on va dire 3 grandes populations. J'ai principalement donc les chefs de projet, donc qui sont sur justement ces projets. On a les ingénieurs qui sont sur les projets. Et puis après, je vais avoir tout ce qui est justement fonction support. Il ne faut pas les oublier. On a certes notre cœur de métier, mais on a aussi les RH, la finance qu'il faut aussi embarquer. Sur la partie chef de projet, j'allais dire sur les difficultés qu'on peut avoir, c'est que eux, ils ont un projet à délivrer. Donc, si on vient et qu'on leur dit on a une super initiative data qu'on aimerait bien mettre sur ton projet, on ne l'a jamais testé ailleurs, est-ce que tu veux prendre ce risque? La réponse, c'est non. Non, merci. Moi, j'ai un projet à délivrer, je ne veux surtout pas prendre de risque. C'est déjà assez challengeant. Donc, reviens plus tard avec ton use case. Donc là, c'est de prendre justement à l'inverse. C'est d'aller écouter les chefs de projet, d'écouter quelles sont les particularités sur leur projet, quels vont être peut-être les points de douleur qu'ils vont avoir ou des opportunités qu'il y a à saisir. Et c'est vraiment d'être dans cette écoute et après de pouvoir dire, tiens, là, on peut avoir des briques où on peut t'aider, on peut t'accompagner et le risque, on va l'endosser avec toi. C'est-à-dire qu'on sait que si c'est quelque chose où c'est la première fois, ok, on va le faire sur notre budget, on va mettre des gens en parallèle pour faire l'implémentation et que ça ne fasse aucune perturbation dans ton projet et qu'à un moment donné, on est ce que j'appelle souvent, c'est une sorte de transition. C'est qu'on fait tel qu'on l'a toujours fait. En parallèle, on construit la nouvelle solution et à un moment donné, il y a les deux qui vivent aussi en même temps. Comme ça, s'il y a un problème sur la nouvelle solution, ça n'a pas d'impact. Il y a un backup. On a toujours l'ancienne et après, hop, on peut transitionner sur la nouvelle et on a moins de prise de risque dessus.
Donc ça, c'est un peu comment les chefs de projet… Oui, c'est intéressant parce que là, ça montre vraiment le travail que vous faites d'abord pour bien comprendre leurs freins spécifiques à eux. Celui de partager les risques, c'est un bon moyen de craquer le frein spécifique de cette population qui n'est pas du tout peut-être le même de ton autre population dont tu vas nous parler maintenant. C'est ça. En fait, avec les chefs de projet, c'est bien comprendre leur pourquoi, quels sont leurs problèmes. Et sur la partie ingénieur, le mot est dit, c'est ingénieur. Donc, eux, dès qu'ils voient quelque chose qui ne fonctionne pas, ils ont envie de le résoudre, de créer des solutions pour le résoudre. Et ils comprennent de plus en plus que grâce à la data, grâce à de la data, de l'automatisation, ils peuvent résoudre plein de points de douleur qu'ils ont au quotidien, des tâches qui peuvent être fastidieuses à faire. Et donc là, ça va être eux de les rendre autonomes en leur donnant les outils, les processus pour que ce qu'ils développent, ils le fassent rapidement, dans les bonnes conditions. Et c'est vraiment se les rendre autonomes. Donc, c'est leur donner des connaissances data au plus près et d'avoir ce côté un peu… j'aime bien aimé, Frédéric, justement, le mot confortable. Voilà, c'est les rendre confortables et qu'ils puissent développer dans ce cocon quelque part au niveau des solutions. Il est bon, il est très très bon pour les mots, Frédéric. Il a le bon choix des mots, on les retient. Tu as 2 fans autour de la table. C'est des oxygéneurs de Frédéric que je réutilise justement parfois sur les projets pour dire qu'est-ce que la valeur. C'est aussi dire ça va rendre des heures d'oxygène aux personnes sur ton projet. Donc, ça va aussi aider le projet à mieux vivre. Ça, j'aime beaucoup cette petite phrase de Frédéric sur les oxygéneurs. J'en ai une autre que je vais placer un moment, tu vas voir, Aurélia. C'est du teasing. On a une question de Grégory là, sur le fil pour tous les deux. Est-ce que les salariés sont demandeurs pour utiliser de la data, qui fait peut-être écho, Florence, à des réactions que l'on peut voir chez d'autres clients où, grosso modo, on nous dit « mais attends, vous êtes gentil, je ne vous ai pas attendu pour utiliser de la data, j'ai mon Excel, tout va bien, pourquoi vous venez m'enquiquiner ?» Donc, est-ce que les salariés sont demandeurs ou est-ce que c'est une initiative plutôt top-down, une décision de la direction? Donc, Frédéric, j'ai déjà répondu que c'était les deux, mais peut-être que vous pouvez étayer un peu sur le sujet. Oui, c'est les deux, parce qu'effectivement, il y a une approche top-down, quand tu dis, c'est-à-dire une approche au niveau de la direction sur la transformation digitale et donc cet accompagnement de la transformation digitale. Pour autant, les personnes, les collaborateurs, oui, ils sont demandeurs parce que ils voient bien qu'il y a des potentiels et puis on ne dit pas en autarcie. On sait comment vit le monde, donc il y a ces demandes. Pour autant, c'est pas homogène. Tout le monde n'a pas la même appétence, la même demande. Et puis, il y a aussi le fait que ce qu'on ne sait pas, on ne va pas le demander. Donc, on ne peut pas… on est bien obligé d'avoir des personnes de mon équipe ou d'autres, mais qui montrent le champ des possibles et qui vont justement tirer, et nous on le fait à travers des cas d'usage parce que c'est ce qu'il y a de plus parlant pour inciter, attirer, susciter justement l'engouement et puis l'attraction de l'ensemble des collaborateurs, de l'ensemble des catégories, des business units ou des fonctions. Une nouvelle phrase qu'on va garder de toi, ce qu'on ne sait pas, on ne peut pas le demander. Je garde future citation. Et côté technique, côté Aurélien, ça va être, donc c'est pareil, c'est les deux, mais c'est nos collaborateurs sont très demandeurs pour utiliser la data, parce que c'est une souffrance presque quotidienne sur les projets quand on n'a pas la data parce qu'il faut toujours savoir où on est sur le projet, donc toute la partie reporting. Donc, je pense qu'ils ont tellement souffert sur ces parties de devoir faire ça avec des Excel ou faire ça de manière manuelle qu'aujourd'hui, c'est plutôt eux qui sont demandeurs à se dire comment je peux automatiser, comment je peux aller plus vite sur ces tâches-là et comment aussi les datas que je produis, je vais pouvoir les valoriser. Il y a une vraie prise de conscience. Et il y a aussi, bien sûr, la partie direction sur valorisons, parce que tout à l'heure, je disais, il y avait la partie, on a encore des datas silotées. Oui, nous aussi, on a encore des datas silotées et c'est ce changement de culture de comprendre pourquoi les datas sont silotées et de faire sauter ces leviers pour qu'on arrive à partager la data pour en faire plus. Parce que sinon, si c'est que la data de son département, souvent, on ne peut pas vraiment créer la valeur maximale dessus.
Absolument. Merci à tous les deux pour cette réponse. Alors, pour rebondir sur vos deux témoignages, avec Eric, quand on a préparé ce livre blanc et rassemblé tous ces témoignages, il y a des recettes, les fameuses recettes qui marchent vraiment. Il y a 5 leçons qui sont ressorties, qu'on avait envie de vous partager de manière extrêmement synthétique. C'est vraiment de la substantifique moelle encore. Eric, qu'est-ce que tu nous racontes, ces 5 leçons? Oui, effectivement, c'est les leçons qu'on a tirées et qu'on a mis dans ce fameux livre blanc. On a commencé à l'évoquer tout à l'heure, tu le rappelais Florence, et Aurélie a rebondi dessus. La première chose, c'est vraiment de commencer par pourquoi. Ça peut paraître une évidence. Il y a quand même depuis, on va dire, 3 ans, une vraie surexcitation, et c'est en train de s'accélérer évidemment avec l'intelligence artificielle, pour se dire il faut qu'on soit data-driven, il faut que l'entreprise soit data-driven, ce qui est un non-sens en soi. L'entreprise ne doit pas être data-driven, l'entreprise doit être consumer-driven à minima, et on peut s'aider de la data pour le faire. Et quand on parle de culture data, en fait, il y a une sorte de mimétisme, c'est-à-dire qu'on se dit il faut développer de la culture data, mais on ne sait plus trop pourquoi est-ce qu'on cherche à le faire et avec quelle finalité. Et je trouve que les 2 exemples qui ont été partagés là de Frédéric et Aurélie étaient concrets parce qu'ils sont partis chacun de la question business. Qu'est-ce qu'on veut arriver à craquer? Il y a là une solution technologique, il y a aussi une solution plus culturelle. Ensuite, le fait de déployer une culture data, c'est comme déployer une marque. À quelle audience on s'adresse? Tu nous rappelais, Aurélien, qu'on ne s'adresse pas de la même manière aux chefs de projet qu'aux ingénieurs. Et donc, il y a cette logique de persona, de comprendre de façon plus précise l'audience, les besoins et la manière d'y répondre. Rome ne s'est pas faite en un jour. C'est une des difficultés à faire passer, qui est que développer une culture data, ça peut prendre du temps. Entretenir une culture data, c'est encore plus d'énergie sur le sujet. Et donc, il faut prendre conscience que c'est de l'investissement, d'une part, et c'est de l'investissement dans la durée. Et ça, ce n'est possible du coup de mobiliser suffisamment d'investissement qu'à partir du moment où on a bien répondu au point 1 et au point 2, qui permettent de dire, mais attends, la finalité de tout ça, ce n'est pas juste une opération de change, c'est d'abord, effectivement, un enjeu business. Le 4e point, il peut paraître évident quand on dit l'escalier se balaye par le haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent on se dit mais il faut que j'ai sponsorship de la direction générale, il faut que j'acculture la direction générale. La difficulté aujourd'hui, c'est que c'est très difficile pour un membre ou une membre de la direction générale de dire hey, je ne suis pas à jour sur la partie data ou je ne suis pas à jour sur la partie intelligence artificielle, j'ai besoin d'être acculturé. Et une manière d'adresser le sujet, c'est non seulement évidemment de sensibiliser la direction générale, mais tout de suite d'associer les managers opérationnels et de faire un travail combiné dans l'opération. On a vu avec Florence que ça avait beaucoup plus d'impact que de laisser effectivement la direction générale allez, je vais faire un peu de prologue, dans sa tour d'ivoire sur le sujet. Et enfin, la prise sandwich, moi je l'appelle. Exactement. Et ce n'est pas que de la communication, ce n'est pas que faire une campagne d'affichage ou promouvoir le lien vers un module e-learning. C'est vraiment cette logique de marketing et de gros hacking, en fait. On a une population cible et il faut pousser cette population cible à changer de comportement, comme on le verra juste après. Et justement, donc, alors voilà, si vous avez envie de découvrir… 5 grands enseignements. Oui, pardon, Florence. Et si on a envie de les découvrir encore plus en détail, là on a eu le pitch synthétique avec tes bons mots, il suffit de télécharger le livre blanc, on va vous remettre le lien dans le chat si vous le désirez. Mais en attendant, on avait envie de faire réagir Aurélia et Frédéric sur ces 5 leçons. Frédéric, est-ce qu'il y a une de ces phrases qui résonne particulièrement pour toi et que tu aimerais commenter? Déjà, les 5 leçons, elles sont justes, hein, c'est comme s'il faut voir. Et je voudrais réagir sur la seconde là, qui dit déployer une culture data, c'est déployer une marque, parce que c'est pas forcément intuitif comme ça de se dire ah bon. Et en fin de compte, nous on l'a fait en ce sens où on a vraiment professionnalisé notre approche sur la culture data. Et on s'est dit, si on dit on va pousser une marque, c'est aussi, lorsqu'on pousse un message, c'est quel message et c'est pour quelle cible, et on utilise quel média. Donc, ça pourrait recouper aussi la cinquième assertion autour du marketing, mais effectivement, c'est quelque chose de sérieux. La culture data et le fait de déployer une culture data dans l'entreprise à différentes strates, effectivement, le top management doit également être éclairé
pour pouvoir lui-même éclairer ses choix stratégiques et financiers. Mais après, au quotidien, à la strate de middle management et dans la strate opérationnelle, d'être effectivement au bon niveau de la connaissance data, dans cet objectif que l'on a, qui est, je voyais au tout début dans le chat, on parlait d'hétérogénéité. Il y aura toujours de l'hétérogénéité, c'est normal, mais le but, c'est d'élever, pour le coup, de manière homogène, d'élever le niveau de tout le monde et de l'élever jusqu'à un niveau, en tout cas, qui n'est pas des white spots, des personnes qui soient oubliées. On emmène bien tout le monde. Et là, ce que tu montrais avec Deep, qui est donc notre logo et notre marque, Deep comme data ou digital, parce que je trouve que mon département data est dans le département digital, donc c'est facile, c'est la même initiale. C'est le Data Education and Experience Programme. Donc, et ça, c'est finalement une marque déjà, c'est un slogan, c'est un mot qui claque et que tout le monde peut appréhender. Il a en plus cette vertu d'être, entre guillemets, international. Tout le monde peut l'entendre. Il a aussi il contient en son nom une connotation forte de connaissances, voire même avec Deep, on peut penser à Deep Learning. Et puis, on l'a décliné sur différents supports. Et on a ce petit logo là qui représente. Alors, à la limite, on n'a pas à expliquer. Prenez-le comme vous le voulez, mais il a été travaillé. Je sais qu'il n'est pas innocent. Il a été travaillé par l'équipe de com, justement, et aussi les équipes internes par rapport à ce qu'on voulait dire et ce qu'on voulait appréhender en termes de collaboration, de travail en commun sur la partie data. Et d'ailleurs, ton logo, c'est des humains connectés. Alors, je trouve qu'il est chouette parce qu'on sent le côté transverse et humain. Enfin, vraiment, on parle de data, mais en fait, c'est de l'humain et c'est du transverse. Il est top, moi j'adhère. Qu'est-ce que t'en dis, Aurélia? Moi, oui, j'aime beaucoup. Parce que justement, il peut, comme tu dis, Frédéric, il peut se lire en plus de différentes manières. Mais voilà, les humains connectés, ça fait. Et on voit un peu le care, justement, autour de la data aussi. Moi, j'aime beaucoup. Alors, et toi, quelle est la leçon qui te fait réagir, peut-être, Aurélia? Alors, ça va être un peu dans la même veine que Frédéric. Donc, moi, c'est la leçon numéro 5. Acculturer, c'est faire du marketing et non pas de la communication. Alors pourquoi? Parce que déjà, il y a tellement de communication qu'il faut réussir à attraper, j'allais dire, nos collaborateurs et leur faire comprendre aussi pourquoi ils auraient un intérêt à écouter ce qu'on leur raconte sur la data et le digital. Donc, et parce que souvent, il y a le prisme où quand on parle de digital culture ou data culture, on me parle formation. Faut envoyer les gens en formation, on va les former, ils vont connaître mieux la data, on va les envoyer en formation sur la data qualité, mais si on leur dit pas pourquoi, si on les sensibilise pas sur quelle est la raison pour laquelle ils vont y aller, ils vont traîner les pieds et puis après ce sera même un contre-effet pour moi. Donc c'est comment les inciter dessus. Et là, dans une des initiatives qu'on veut faire, c'était justement sur la data qualité, qui est peut-être pas le sujet le plus glamour. Je pense que les gens adoreraient que je leur fasse des learnings sur ChatGPT, sur l'IA, sur tout ça, mais justement c'est de leur expliquer que tout ça ne se fera que si on a de la data de qualité. Et on a pris le pari, c'est la première fois qu'on va le faire à Technip Énergie, mais de le faire sous la forme d'un jeu sérieux. Donc, c'est pas un e-learning avec des questions à répondre, mais c'est un jeu sérieux sous la forme d'un escape game. On va avoir une héroïne qui vient du futur et qui va expliquer que voilà, il y a eu des data, qu'il y a eu des décisions qui ont été prises sur des mauvaises data. Et il faut aller corriger, tout ça. En fait, alors, elle ne le dit pas comme ça complètement, mais donc ils vont le découvrir au fur et à mesure qui a cette data de mauvaise qualité. Et donc, on va pouvoir parler de data catalogue, parce que remplir un data catalogue et le mettre à jour, c'est pareil, c'est pas la chose la plus qui rentre le plus facilement dans les habitudes, que les gens se disent chouette, je vais remplir le data catalogue. Donc, mais c'est d'expliquer quel est l'intérêt, quel est le sens qu'il y a derrière, et que c'est l'affaire de tous. C'est aussi dans le slogan qu'on a sur la data, celui qu'on a pris, c'est justement c'est ensemble, c'est together. On va énergiser la data, le digital. C'est pas juste l'affaire du data office, l'affaire de quelques personnes dans l'organisation. C'est tous les jours. Dès que je commence ma journée de travail, je consomme et je produis de la data.
Donc, j'ai forcément un rôle à jouer dans cette transformation. Donc, c'est vrai que c'est juste sérieux. C'est un point important qui va faire plaisir à Gérard, qui restait dans le chat et qui interpellait là sur cet épouvantail des données silotées, et qu'en fait, ce qui était vraiment, vraiment important, c'était le niveau de qualité de données, et encore plus sur ce qu'on voit avec l'IA génératif, etc. Donc, je pense que ça fera plaisir à Gérard qu'on parle effectivement de qualité de données. Je trouve que l'exemple est vraiment, vraiment pertinent et intéressant, que vous ayez essayé de trouver un levier de mobilisation sur un sujet qui, peut parfois, effectivement, comme tu disais Aurélie, être un peu rébarbatif, quoi. Ouais. Il y a beaucoup de questions d'ailleurs sur qui a développé ce Serious Game. Donc, on le fait, alors c'est en interne, on a fait le scénario, on se fait aider justement par une société, donc Succubus, qui nous aide dessus, qui a l'expertise de jeu sérieux, pas la partie expertise data digitale, donc ça c'est ce qu'on apporte. Et on a fait, donc on l'a travaillé, il nous accompagne dessus, ce sera lancé en septembre, c'est pas encore fini, mais hâte qu'il soit lancé. Et oui, il nous accompagne sur la création du jeu. Et avec notre scénario interne, justement, mais c'est ça qui est bien pour que ce soit pas déconnecté côté métier, mais que ça leur parle. On a pris vraiment des applications comme on a à Technip Energy, avec les noms des applications pour qu'ils fassent bien le lien avec leur vie quotidienne aussi. Tu nous inviteras à faire une partie ? Oui. C'est une question et je crois que Catherine a envie de venir aider Technip à améliorer la qualité. Tu as une communauté de bêta-testeurs là. Hein. Une communauté un peu plus large. Je reviens sur une question, et merci pour vos questions là, qui sont très riches dans le chat. Une question de la part de Nathalie qui pose la question sur l'automatisation des processus, dont on voit une accélération là avec l'intelligence artificielle. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque que les équipes se sentent dépossédées de leur routine et de ce qu'ils font effectivement au quotidien? Et si vous avez rencontré ce type de frein, comment est-ce que vous avez levé ces freins-là? Je pense qu'on doit sans doute le retrouver côté Frédéric, du côté effectivement de mes tournées, lorsque je visite les supermarchés, etc. Il y a un certain nombre d'actions qui aujourd'hui sont gérées par l'IA en fait. Dans l'automatisation des processus, tout le processus avec toutes les tâches administratives, et ça, si justement on les compense avec des petits robots, avec de la RPA, pour le coup là, on a toujours un accueil extrêmement favorable. Déjà, il faut serrer ce type d'activités qui sont dans cette automatisation des processus. Après, l'IA n'est pas d'automatisation, justement. Le but, c'est pas d'automatiser. Il y a encore et toujours l'humain qui va prendre sa décision. L'IA est là pour aider, prédire, prescrire, mais pas plus loin. La décision, in fine, elle est prise par la femme qui est dans son métier et est là pour être aidée. Donc, faut pas se tromper de. En tout cas, pour nous, chez Nestlé, on est très clair là-dessus. Super. Okay. On avance peut-être un petit peu. On avait une autre réflexion à vous partager. Alors, je ne vais pas reparler du why, du sens, etc. Je pense qu'on l'a tous dit là. C'était dénominateur commun, revenir au why, pourquoi, se re-questionner, pourquoi est-ce qu'on cherche à développer une culture data, etc. Puisque finalement, si on lui donne du sens, on va réussir à donner du sens à chacun en tant qu'individu. Que l'individu, il fonctionne qu'au sens, c'est clair. Donc, c'est ça, finalement, qui va l'aider et l'amener à pouvoir évoluer, sortir de sa zone de confort et changer ses comportements. Et du fait, on a une formule avec Eric qu'on a commencé un petit peu à mettre à plat, qu'on vous partage. Voilà, culture data égale le why du business, les compétences et le tout à la puissance des comportements. Donc, c'est vraiment ces trois composantes qui, assemblées, permettent d'avoir un vrai changement et une vraie évolution et une vraie culture data qui commence à se développer. Voilà. Et je rebondis, je l'avais dit, j'avais fait le teasing tout à l'heure avec la nouvelle citation de Frédéric. Ça va être la phrase de Frédéric. Tu m'avais dit dans une autre interview que j'avais faite de toi, en projet data, c'est 10% de tech, 20% de données, 70% d'humain. Et ben voilà, l'humain, la clé de son engagement, c'est bien sûr le sens. Donc tout ça, tout ça fait boucle. Finalement. Je ne sais pas, Eric, si tu avais un petit commentaire sur
sur cette formule. Non, elle est vraiment importante parce que trop souvent, on se concentre uniquement sur la partie compétence et pas la finalité, comme tu disais, d'un changement de comportement. Donc, c'est vrai que ça nous aide dans tous les accompagnements qu'on peut faire d'entreprise à bien garder l'équilibre entre ce qui relève d'un domaine d'éducation, ce qui relève d'une vision business et ce qui relève vraiment de la finalité, de ce qu'on veut transformer pour développer aussi l'employabilité des personnes et au-delà de l'employabilité, leur impact dans l'entreprise. Absolument. Alors, on s'approche tout doucement de la fin de notre table ronde. Pour terminer, on avait envie de vous partager avec Eric, pour inspiration, chacun une initiative de Culture Data qui nous a particulièrement marqué. Tu commences, Eric? Je commence tout à fait avec l'initiative d'une entreprise qui s'appelle Kiko dans le domaine des cosmétiques, une société internationale qui produit ces rouges à lèvres et autres make-up et les distribue. On est fans, hein. Un gros travail, exactement. Ils ont fait un gros travail de transformation de l'entreprise avec des résultats assez spectaculaires. Et dans ce cadre-là, évidemment, la data, l'intelligence artificielle et la culture data et l'intelligence artificielle jouent un rôle absolument phénoménal. Et ce que je trouve intéressant, c'est, ils ont fait un gros travail sur quelle est la finalité, quel impact, qu'est-ce qu'on cherche à obtenir au travers du développement de cette culture data, mobiliser le COMEX avec des masterclass pour ouvrir les chakras, avec des interventions de classe mondiale et des initiatives très intéressantes et de façon très régulière tout au long de l'année. D'un module e-learning pour 6000 personnes en boutique pour comprendre pourquoi est-ce que la data est importante et arriver justement à travailler sur la qualité de la donnée, comme disait Gérard, ou travailler sur l'automatisation des process, comme rappelait Nathalie tout à l'heure dans le chat. Du développement d'expertise data autour de Power BI. Donc là, on est vraiment sur des sujets très concrets, outils et méthodes. Et aussi, quelque chose qui nous tient à cœur, un programme de reconversion interne pour amener des personnes qui resteraient peut-être un peu sur le banc de touche de cette transformation d'entreprise, d'avoir l'opportunité de devenir data analyst ou pourquoi pas data protection officer ou data product owner, qui est un des sujets effectivement très, très importants en ce moment. Et c'est vraiment ce côté 360 qui donne les meilleurs résultats, avec certes un force sponsorship de la direction générale et aussi l'intégration de ce programme dans le quotidien opérationnel des personnes au niveau du retail, de la supply, du marketing, de la conception des produits, de la finance, des RH, avec chaque fois une verticalisation métier et la capacité à d'abord parler métier pour ensuite développer des compétences data et IA. Et enfin, le dernier élément, c'est de dire que et c'est ce qu'on voit de plus en plus, et vous verrez dans la préface du livre blanc, le témoignage de Shafika Chlaoui, qui est la CDO, Chief Data Officer d'AXA, qui rappelle que le rôle du Chief Data Officer est en train d'évoluer vers une dimension beaucoup plus business, avec des responsabilités business, notamment autour de l'expérience client, qui est son cas. Et donc, si l'on devait retenir un mot, c'est développer cette culture data est un accélérateur de business et c'est ce qui doit permettre effectivement d'engager une transformation plus profonde de l'organisation. Et toi, Florence, qu'est-ce que si tu peux retenir une bonne pratique que passe la balle. Alors moi, c'est le Data Manifesto, c'est un petit clin d'œil à Aurélia, ici présente. C'était l'idée de créer une sorte de charte derrière laquelle on va positionner ses engagements vis-à-vis de la donnée. En fait, je trouve ça super intéressant parce que ça crée un pont entre la culture de l'entreprise et la culture de la data. Et d'avoir ce miroir, je pense que ça peut être très puissant, porteur de beaucoup de sens pour les collaborateurs, à titre pro évidemment, mais aussi à titre individuel. Pour moi, quelles sont les limites sur l'utilisation des données? Enfin, il y a un côté engagement, je pense, qui peut être un vrai levier. Et en tirant le fil, je voulais vous partager mes petites réflexions du moment parce que je pense qu'il y a tout un pan très sous-exploité. Alors, si ça vous donne quelques idées que vous avez envie de tester, vous me raconterez. Mais je pense que le levier pour engager sur les sujets data, de mettre en parallèle les sujets data avec les angles éthique, responsabilité, environnementale, sociétale, je pense que ça peut être des vrais leviers. Alors, 3 petits exemples. 1, sensibiliser peut-être à la data par l'éthique, par les limites qu'on se pose. Là, c'est le côté manifesto dont on parlait. Voilà, se définir par les limites qu'on se pose plutôt que par les usages presque qu'on en fait.
Ça peut être un vrai moyen d'engager, de questionner individuellement chacun, sensibiliser à la data par l'angle environnemental. Et là, je reviens sur l'exemple, sur le super use case dont tu nous parlais tout à l'heure, Aurélia. Je trouve que partager ce cas d'usage à des jeunes, même qui sont ingénieurs et qui cherchent un job, rien que ça, ils peuvent se dire « Waouh, mais ça a du sens !» Enfin, voilà, ça peut, et on sait aujourd'hui combien le sens aussi est important pour recruter, etc. Donc, je pense que ça aussi, par exemple, sur le sujet de la qualité des données, peut-être que sensibiliser en mettant en avant tous ces doublons de données, toutes ces données stockées, inutilisées, qui polluent pour rien, qui servent à... Enfin, voilà, ça pollue juste pour rien. C'est quand même... c'est des gâchis phénoménaux. Peut-être que ça peut être aussi un moyen de dire à la personne, ben voilà, si on est tous plus impliqués sur ces qualités, ben on peut avoir un impact aussi, quelque part direct sur... faire sa petite part aussi pour avoir un impact sur la pollution globalement. Enfin, voilà, c'est quelques petites idées d'angle. Et troisième, c'était sensibiliser à la data par l'angle sociétal. Grâce à des personnes comme, je voyais qu'il y avait Amélie Hervé qui faisait partie des participants aujourd'hui, enfin tous ces acteurs de l'open data, des data au niveau des collectivités, etc. L'open data, c'est génial, c'est la démocratisation de l'information. Ah, on me fait des bisous. La démocratisation de l'information, voilà, ça a un sens civique aussi qui est très fort. Donc, je trouve que ça peut être aussi un super moyen de faire découvrir la data par un autre angle. Et puis, je trouvais le dernier petit sujet, c'était le fait, comme tu le disais tout à l'heure, Eric, que les entreprises s'engagent aussi dans la montée en compétences data des collaborateurs, parce que quelque part, c'est aussi leur assurer et nous assurer à chacun une place dans ce monde qui est en train d'avancer à toute vitesse et dans lequel on espère quand même tous réussir à avoir une place. Donc, c'est aussi participer à l'inclusion de tous et ça ouvre des perspectives qui sont fortes. Et je trouve que si on imagine des engagements forts pour les entreprises sur ces sujets, elles communiquent dessus et qu'elles les partagent avec leurs collaborateurs, ça pourrait être aussi des super leviers de marque employeur, d'engagement, de fidélisation des collaborateurs, etc. Voilà, c'était ma petite réflexion. Vous me direz si ça vous donne des idées concrètes. Merci Florence. Je vois beaucoup de questions là. Je propose qu'on prenne quelques minutes supplémentaires pour les traiter avant de terminer. Mais Clémence qui pose la question, existe-t-il des cas d'acculturation non réussis? Plein. En fait, une nouvelle. Notre constat avec Florence, c'est que malheureusement, la plupart des projets d'acculturation et de la data ne marchent pas. Et c'est pour ça qu'on milite beaucoup et qu'on partage ces retours d'expérience, parce qu'il y a des solutions, effectivement. Et je vais prendre juste un exemple. Trop souvent, on se dit, OK, j'ai compris que l'enjeu de culture était important, et dans les différentes études, montrent que 92% des CEO ont conscience aujourd'hui que le problème autour de la data et l'IA est d'abord un problème de culture avant d'être un problème technologique. Maintenant, la réaction juste après, c'est de se dire, je vais réaliser un module e-learning, le déployer et mesurer le nombre de personnes qui ont consulté le module e-learning. Si on fait juste ça et rien que ça ne marche pas. C'est un échec parce qu'on a perdu effectivement le sens de la démarche, le why, l'ancrage business et tous les éléments de toute la composition, c'est l'exemple Kiko que je donnais, qui donne cet effet 360 pour essayer de répondre de façon assez synthétique, Clémence, à la question. J'espère que ça peut y répondre. Je vois une question d'Adrien sur comment transformer les comportements et passer d'une réaction « c'est intéressant » à « je l'utilise dans mon quotidien ». Là, je crois, Frédéric, que tu as donné quelques éléments de réponse sur le fait de vraiment être dans leur quotidien, dans leur cas d'usage. On accompagne, par exemple, un autre grand groupe du CAC 40 où plus de 2000 commerciaux au niveau mondial. Et on ne leur parle pas de data ou de formation de data, parce qu'honnêtement, ça ne les fait pas lever le matin. Par contre, on leur dit, écoute, tu vas suivre un parcours là, qui va t'aider à mieux négocier ta relation avec tes clients, et on va te donner des clés. Et il se trouve que ces clés sont liées à la data et l'IA et à l'usage qu'on peut en faire pour être plus efficace commercialement dans l'histoire. Voilà quelques éléments. Alors, je ne sais pas, Florence, s'il y avait d'autres, ou Aurélia ou Frédéric, des questions qui vous ont interpellé. Oui, il y avait Hervé qui posait la question sur la mise en place des challenges data ou des podiums internes pour valoriser l'initiative. Est-ce qu'on récompense, Frédéric et Aurélia, quelqu'un qui d'un coup se serait trouvé une passion pour la data et l'IA? Oui, oui. Mais en fait, c'est pas là où j'aime bien mettre l'angle. Alors, il y a les deux. En fait, j'aime bien mettre l'angle pour mettre en valeur des gens qui vont travailler sur la data, qui se sont trouvés la passion dessus, et que ce soit justement eux qui témoignent. Parce que comme ça, je vais dire que c'est pas moi, c'est pas le data office, parce qu'on pourrait dire que j'ai mon biais avec la data.
et que ce soit après j'allais dire un peu mes émissaires au sein de leur département et qui prennent un peu la main des autres collaborateurs qui ne meurent pas. Ça rejoint avec l'autre question qui était avant sur comment j'inscris que le change soit c'est intéressant, je le fais vraiment dans mon quotidien. Je crois que c'est quand on a des gens qui sont inspirés par la data autour de soi, qui le font déjà, qui disent tiens, regarde, moi je fais ça comme ça, ah bah oui, tiens, tu fais ça, ah oui, c'est comme ça que tu fais au niveau de la data, etc. Ce côté par l'exemple. Alors on fait pas de podium, mais oui, on essaie de valoriser avec des portraits sur les data scientists, des portraits sur des gens qui travaillent autour de la data et des gens qui ne sont pas forcément dans la data. Voilà, la mise en valeur, et même des gens ou leurs managers ou des gens qui vont utiliser aussi ces fameux nouveaux produits data, le côté l'utilisateur, donc celui qui n'est peut-être pas forcément data, mais qui utilise le produit à la fin. Je ne sais pas, Frédéric, est-ce qu'il y a des podiums chez Nestlé? Je ne suis pas très podium, moi. Je suis pas... Et c'est pas très ma culture. Pour autant, ce qu'on fait, c'est que alors, là encore, ce n'est pas spécifique à data, puisqu'on est dans un département digital dans lequel il y a à la fois la data, mais aussi la partie informatique et la partie transformation et le marketing corporate. Et donc, mais on a appelé ça des team talk, comme TikTok. Hein, voilà. Team talk, c'est-à-dire tous les 15 jours, pendant une demi-heure, à l'heure du repas, il y a une équipe une personne, un groupe de personnes qui vient présenter une réalisation de ce qu'ils ont fait. Et à travers ça, selon le sujet, ils vont exposer. C'est assez compliqué, je pense, dans le digital, de ne pas avoir un usage de la data dans une solution qu'on va délivrer. Mais voilà. Donc, en tout cas, cette reconnaissance-là, on l'a en place depuis plus d'1 an et ça marche super bien. Les gens sont. Tout le monde est content, à la fois ceux qui présentent et ça permet aussi effectivement de mieux se faire connaître entre soi et de donner des idées. Il y a plein de questions. Très inspirer, être visible. Voilà. Très bien. Charles, sur le chat, rappelait qu'en France, les podiums, ça ne marche pas. Qu'effectivement, ce n'est pas toujours notre première motivation, premier levier, quoi. Ouais. On aime bien les podiums quand on est dessus, quand on est en haut, quoi. Mais pas forcément. On a une culture data, mais on n'a pas la culture. Et il y a une question que je trouvais intéressante d'Hassan aussi. Est-ce qu'une culture exploitation data peut être implémentée parallèlement avec une transformation digitale au niveau d'une entreprise? En fait, je renverserai le sujet, c'est qu'on ne peut pas faire de transformation digitale sans faire de transformation data. Et du coup, on ne peut pas développer de culture. Enfin, les deux sont complètement indissociables. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir qu'il y a de moins en moins de postes de Chief Digital Officer, de plus en plus de postes de Chief Data Officer, ça c'était la deuxième vague. Et il y a évidemment, avec l'arrivée de l'IA, une vraie interrogation de se dire où doit être cette responsabilité et cette transformation-là. Et Hervé disait, plutôt que le podium, peut-être qu'on peut mettre l'utilisation et l'adhésion à la data dans les objectifs de performance annuels. Est-ce que vous pensez que ça peut fonctionner, Aurélia ou Frédéric? Du coup, ce que j'aime bien dans l'idée d'Hervé, c'est qu'on intègre ça dans un processus. C'est un peu la question de Nathalie aussi tout à l'heure, dans un processus existant, quoi. Oui, complètement. Là, c'est ce qu'on commence à mettre en place aussi notamment sur le centre de Paris, donc qui est donc justement de refaire redescendre et faire réfléchir les collaborateurs à ce qu'ils se mettent un objectif autour de la data ou autour du digital. Donc ça peut être soit dans du développement personnel, donc justement la partie formation ou autre, mais aussi dans leur quotidien. Ou chercher des solutions d'amélioration grâce à la data ou sur des choses à partir de la data qualité. Donc oui, c'est des choses qu'on commence à mettre en place. Super. Eric, on clôture tout doucement? Oui, je pense qu'on arrive on a dépassé, on s'est permis de dépasser, j'espère que vous ne nous en voudrez pas, parce que l'échange était très riche. Et merci pour vos questions et réactions. N'hésitez pas à mettre dans le chat si vous avez des commentaires particuliers. Je crois que tu as peut-être une sorte de teasing, Florence, pour la suite. Ouais, petit teasing. Avec Aurélie et Frédéric, en préparant cette table ronde, on a pas mal échangé pour essayer de voir ce qu'on pouvait vous proposer comme prochain rendez-vous pour réussir à continuer les échanges. On vous partagera le format auquel on a pensé dans les jours à venir par mail. Donc, soyez vigilants devant vos boîtes mail. Ce qu'on vous propose surtout, c'est de nous laisser dans le chat les thématiques, les questions que vous aimeriez qu'on traite, en gros, le truc qui vous empêche un peu de dormir sur les sujets de culture data. Qu'est-ce que vous avez envie qu'on craque ensemble, collectivement, comme sujet?
n'hésitez pas à les poster dans le chat, ça nous intéresse. Parce que comme vous l'avez compris avec Eric, on a cette approche opérationnelle, utile, voilà, donc on est preneur de vos besoins pour y répondre. Merci à Frédéric et Aurélia d'avoir partagé ces retours, je trouve, avec beaucoup d'enthousiasme, aussi, si je peux me permettre, aussi beaucoup d'humilité par rapport à l'ampleur de la tâche. Et je trouve que vous êtes sur des exemples très concrets avec des questions qui ont été nombreuses et qui montrent qu'il y avait un vrai intérêt. Donc, merci beaucoup et prenez soin de vous les unes et les autres. À bientôt.